Derrière chaque nouvelle se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre Morin-Villouellette. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode à Cube. Encore plein d'actualités aujourd'hui à couvrir avec vous. Petite mise à jour peut-être rapidement des élections américaines, parce que je le sais, là, tout le monde a un peu une curiosité malsaine de savoir ce qui se passe au sud de la frontière. Ben, sachez que les premiers sondages là, qui sont parus dans les 2 derniers jours, là, les 2 jours qui ont suivi le retrait de Joe Biden comme candidat à la Maison-Blanche, ben, ils sont favorables aux démocrates. Ça se passe pas pire en ce moment. On parlait toujours d'une espèce de 4 à 6% entre Joe Biden et Donald Trump. Là, c'est un peu plus reluisant de ce côté-là. On dit qu'on aurait rattrapé un peu là, les avances. On serait 42 à peu près % dans les intentions de vote. On parle dans d'autres sondages, celui-là réalisé là, pour Reuters Ipsos, 2 points d'avance pour Mme Harris. Bon, c'est à prendre avec un grain de sel, je pense. On part de loin, mais il y a quand même un enthousiasme. On dit qu'on s'est rallié du côté des grands électeurs. Ça va faire en sorte que tout le monde va voter pour Kamala Harris, vraisemblablement, dès la conférence là, des démocrates. Alors, à moins qu'il y ait un revirement de situation incroyable, quelqu'un essaie de s'aborder le parti en tant que tel, ben, je pense pas. Là. Je pense vraiment pas que qui que ce soit qui va venir le mettre des bâtons dans les roues de Mme Harris. Ça devrait être elle contre Donald Trump. Donc, c'est ça la carte, c'est ça le menu. Ça n'a pas l'air de plaire aux républicains qui ont déjà porté plainte contre le camp de Kamala Harris. Pouvez-vous croire en disant, ben, l'argent là, qui est transféré de la campagne de Joe Biden à Mme Harris, c'est un des plus grands vols électoraux de l'histoire. Bon. C'est sûr que si j'étais dans le camp de la personne qui a demandé à ses partisans d'aller marcher sur le Capitole lors du 6 janvier 2021, qui a demandé à son vice-président de ne pas certifier des élections qu'il avait perdues, qui a toujours refusé jusqu'à aujourd'hui de reconnaître une défaite à des élections qui ont été, là, selon tous les observateurs internationaux indépendants qui étaient là, complètement légales, complètement correctes. Ah! C'est sûr que je me garderais peut-être une petite gêne, règle générale. Mais bon, on va continuer à dire que c'est un grand vol. Ça change pas grand-chose concrètement. Les sondages sont les sondages en ce moment et ça démontre une autre chose. Ben, c'est quoi? C'est qu'on risque d'avoir une course tellement serrée à la Maison-Blanche que ça n'aura pas de bon sens. On va continuer à suivre ça, bien évidemment, là, tout l'été. Je reviens ici, là, de notre côté, du côté de Montréal, du côté du Québec. Dans la métropole ici, ça fait plusieurs occasions que vous m'entendez chialer. Là. Je trouve que c'est une ville qui est un peu en perdition, Montréal, qu'on fait des intervenants sur tout ce qui est itinérance, toxicomanie, violence, qui se multiplient un peu partout dans la ville. Puis à chaque fois, on n'a comme pas vraiment d'écho. Les gens nous parlent, nous disent à peu près toujours la même affaire. Ah ouais, il y a des gens en crise, il y a des gens qui consomment, ils viennent casser des choses, ils rentrent chez nous par effraction. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. On appelle la police, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a un autre article, un autre éditorial qui sort aujourd'hui, c'est Maxime Bergeron qui écrit dans la presse, puis qui explique là, ce qu'il lui a vu, entre autres, dans une succursale de la SAQ à Montréal. Il explique là, qu'il y a l'air d'avoir quelqu'un, situation d'itinérance, qui rentre dans un bâtiment, qui rentre dans le sac, qui s'en va se chercher une bouteille de vodka quelque part sur ses étagères, puis il repart avec, direct. Les commis n'ont même pas le temps de faire un petit « Hey! » Puis le gars est parti. Puis après ça, ben, il appelle pas la police. Ça sert à rien. Non seulement essayer d'intervenir contre un voleur, mais c'est dangereux pour eux. Puis après ça, ben, je veux dire, même s'ils intervenaient, qu'est-ce qui se passerait de plus? La police vient pas. La police sait que s'ils viennent arrêter le gars, ben, ils vont essayer de faire de leur mieux, ils vont l'arrêter, puis ils vont le remettre dehors, puis il va recommencer immédiatement. C'est un phénomène des portes tournantes. On l'a entendu souvent, celui-là, là, puis c'est pas juste des paroles d'une chanson des Cowboys fringants. Là, non, les portes tournantes, c'est bel et bien là, cette espèce de phénomène-là où on amène quelqu'un qui est en crise. Là. Il y a une espèce de crise apparente de toxicomanie ou de santé mentale. Les policiers vont intervenir, vont ramasser la personne qui est en fin de crise. Puis là, ils ont comme pas de choix à part l'amener à l'hôpital. Mais on s'entend-tu que s'il y a bien un endroit au Québec en ce moment où tu t'envoies quelqu'un là, puis qui arrive comme un cheveu sur la soupe, qu'on n'a pas de place pour le recevoir, c'est bien l'urgence, c'est bien les hôpitaux au Québec. Quand il arrive à l'hôpital n'a pas la ressource, n'a pas les ressources, les moyens, l'urgence de prendre cette personne en charge. Fait qu'il fait comme, ouais, je sais pas trop ce que je peux faire avec ça, mettez-le dans la liste avec les autres. Puis
pendant ce temps-là, la personne en question, elle va sacrer son camp parce qu'elle n'en a rien à cirer d'aller se faire traiter dans un hôpital. Vous comprenez? On s'avance avec le même scénario encore et toujours qui se reproduit. Les policiers à Montréal ne chôment pas, là. C'est des gens qui sont en train de travailler extrêmement dur pour essayer de garder le calme, la paix sociale et autres. Mais les statistiques, elles, mentent pas. On parle entre 2018 et 2023, une hausse de 51% des crimes contre la personne. Si on parle, par exemple, de voies de fait, d'agression sexuelle, de vol avec de la violence, par exemple. 51% sur quelques années. Puis on dit là, que depuis le début de 2024, mais c'est une autre hausse qu'on est en train d'observer ici. Là. Une hausse de comme 5% sur juste les 3 premiers mois de 2024 par rapport à 2023. Il y a une augmentation des actes violents à Montréal. Peut-être moins de coups de feu, OK. C'est quelque chose dont on s'est réjoui beaucoup en disant, ben oui, vous voyez, on avait prévu un été chaud, on avait dit que les armes à feu, ça serait épouvantable, que les gangs de rue, le crime organisé, ça allait se tirer dessus partout. Mais pas vraiment, finalement. Ça a diminué. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est les crimes violents, les crimes contre la personne qui, eux, explosent. Puis on peut pas juste ignorer ces statistiques-là. On a déjà reçu ici à Cube des gens qui prenaient le métro, par exemple, un jeune homme, le Mathieu, qui prenait le métro, puis qui s'est fait frapper pour aucune bonne raison, en pleine face, par quelqu'un qui était agressif en plein milieu du métro. C'est arrivé à la fille de notre collègue Richard Martineau, ici, qui s'est fait sacrer un coup de poing en pleine face, encore une fois dans le métro, par une femme en crise, à qui elle n'a rien demandé, avec qui elle n'a eu aucune interaction. Des histoires comme ça, là, de gens en crise qui tapent, qui crient, qui grognent après des usagers, que ce soit du métro ou du reste du système là, de déplacement de Montréal, mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'on ait à vivre avec tout ça. Puis à chaque fois qu'on demande à la ville qu'est-ce qu'on peut faire là, pour lutter contre ça, qu'est-ce que vous avez comme plan, qu'est-ce que vous avez en tête là, pour aider ces gens qui sont dans les rues puis qui sont en train, mais littéralement, de consommer, être agressif, ben on dit, on va consulter. On va aller voir ce que les gens pensent. C'est dommage, sincèrement. C'est vraiment dommage parce que c'est une ville que je trouve tellement magnifique, Montréal, mais tu sais, je me dis des fois, OK, c'est peut-être juste moi, c'est peut-être juste ma perception. T'sais, oui, je suis dans les médias, j'écoute tellement de gens qui en parlent puis qui viennent en discuter avec nous à l'émission. Je me dis, OK, Alex, c'est peut-être toi, là. T'es peut-être le gars là, qui a trop le nez dedans, qui voit trop le verre à moitié vide puis qui est trop un détracteur de la ville de Montréal puis de ce qui se passe dans nos rues. Quand je lis dans les pages de la presse, un autre média avec qui on n'a pas, là, j'interagis pas avec Maxime Bergeron tous les jours, là, mais je partage son avis. Je partage son avis que les hausses statistiques de violence sont inquiétantes, puis qu'on les voit, on les entend, ces histoires-là, dans notre entourage, dans notre quotidien aussi. Je trouve ça plate pour les gens qui voulaient venir peut-être s'installer à Montréal, qui voient le climat, qui voient la hausse des loyers, puis qui se disent « Ouais, non, j'ai pas envie d'être ici ». J'ai de la peine pour les gens qui voudraient fonder une famille, qui sont des Montréalais, des Montréalaises, qui voudraient la fonder ici puis qui se disent « Ouf, non, je veux pas élever un enfant dans des conditions comme celle-là. » Des gens comme ça, j'en connais. Puis je trouve ça triste. Je trouve ça vraiment très sincèrement triste parce qu'on a une ville qui est magnifique à Montréal. Je suis fier que ce soit l'un des joyaux là, en tant que ville du Québec au grand complet. Mais les statistiques en ce moment sont alarmantes puis il n'y a presque rien qui se fait. Les policiers sont débordés. Puis même le président de la fraternité des policiers, là, je veux dire, Yves Francoeur, là, le président de la fraternité des policiers de Montréal, je comprends que lui est toujours du côté des agents, puis il dit oui, on est débordé, on n'a pas de bon sens, mais il dit aussi une autre chose dans ce texte-là. Il dit, je comprends les gens d'avoir peur dans les rues. C'est le président de la fraternité des policiers, là, les gens qui sont supposés nous protéger, puis il dit, honnêtement, je comprends les gens, je me sentirais pas en sécurité non plus. C'est dommage parce que c'est des besoins de base de l'être humain. C'est de se sentir en sécurité. Ouais, nourri, logé, abreuvé, tout ça, d'accord. Mais aussi de se sentir en sécurité. Puis quand ça, c'est plus possible dans certaines rues, dans certains quartiers, il y a un problème. Est-ce qu'on a besoin encore de consulter les gens pour savoir ce qui se passe? Est-ce qu'on a besoin, encore une fois, de passer outre toutes les données statistiques qu'on a pour essayer encore une fois de constater un problème qui est déjà constaté 52 fois? Je le sais pas. Je le sais pas, mais j'espère très sincèrement qu'on va pouvoir prendre des mesures puis mettre de quoi de l'avant du côté de la ville de Montréal parce que ça n'a sincèrement pas de bon sens. Je termine avec un autre texte, puis celui-là, là, dans ce que j'appelle les nouvelles récurrentes, les nouvelles cycliques. Elle revient tout le temps, celle-là, mais chaque année, on dirait que la grogne est plus forte. On parle des pourboires. Hein, le fameux type sur les terminaux, au restaurant, puis dans tous les endroits où vous pouvez aller chercher de la nourriture ou presque, là.
On vous demande un pourboire. Je dis restaurant. Au resto, c'est normal, on est habitué. Ce qui est plus frustrant, c'est plus d'avoir des 20-25% qui te sont offerts sur le terminal quand on te l'apporte. Mais le pourboire, ça dépasse maintenant les restos, là. Il y a des histoires de gens qui demandent du pourboire, par exemple, à de l'autocueillette de petits fruits. Une histoire que j'ai entendue dans d'autres médias. Pensez-y, là. Tu t'en vas faire de la cueillette de bleuets, puis à la fin, on t'offre de donner un pourboire pour avoir ramassé toi-même tes bleuets. Puis le pourboire, t'en reviens pas, là, bien évidemment. Non, il y a des endroits où, sincèrement, on est rendu culotté en tabarouette, puis c'est plate parce que ça vient vraiment impacter les gens qui travaillent en restauration. Ça vient impacter les gens qui ont vraiment besoin du pourboire dans leur salaire, là, qui est inclus dedans. Tu sais, les gens qui sont dans le service, là, qui font du service en restauration, entre autres, c'est du monde, des fois, qui sont payés 12 $ de l'heure. Là. C'est moins que le salaire minimum parce qu'on pense, dans ce calcul-là, qu'ils vont faire du pourboire. Puis le pourboire, à eux, il est déclaré, là, ils vont le dire. Mais là, tu t'en vas te chercher un café au Starbucks, puis on te demande du pourboire, puis on te demande du pourboire dans tel autre comptoir. Tu t'en vas chercher de la nourriture que tu as commandée. Tu te fais pas livrer, là, pour boire encore. Parce que là, ça devient lourd. Là. Pour des employés qui, eux, sont déjà payés un meilleur salaire que ceux qui sont payés au pourboire, qui ne déclarent pas non plus cet argent-là supplémentaire qu'ils vont faire, mais là, ça devient vraiment la discrétion des gens. Chaque année, c'est une même question qui revient, puis qui revient encore. Puis à chaque année, sur les terminaux, au resto, c'est quoi qui se passe? Les pourcentages qu'on demande sont de plus en plus élevés. Faut aller dans autre, hein? C'est le truc pour tous. Allez dans autre si vous voulez encore mettre 15%. Vous n'êtes pas des salauds, vous n'êtes pas des tout croches de vouloir donner un pourboire qui reste le même parce que les consommateurs, eux, même si on veut comme consommateur aller aider nos restaurants et nos restaurateurs, ben, il m'en est une limite, hein? On est tous saisis à la gorge ou presque par l'inflation, par l'économie actuelle, par la hausse des loyers. Nommez-en, il y en a plein des raisons. On peut savoir une petite pause quand on décide de se payer le luxe d'aller au restaurant? 15%, c'est assez. Ça revient à chaque année, mais je vous le répète, 15%, c'est assez. Bienvenue aujourd'hui à Cube.